Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Ciné Pratique. Ah, c'est quand même mieux avec une intro, non? Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un principe de base en image, c'est le triangle de l'exposition. On va donc pour une fois lâcher nos caméras et reprendre nos bons vieux appareils photo parce que ce principe-là, ça marche aussi bien en image animée qu'en image fixe. Si vous êtes déjà à l'aise avec le mode manuel de votre appareil photo, cet épisode il va pas vous apprendre grand chose parce que c'est vraiment la base de la base, hein. On va pas non plus partir dans les tréfonds de la technique photographique, on va vraiment s'attaquer à la base de la base. Photographie, étymologiquement, ça veut dire peindre avec la lumière en grec, et donc nos principaux outils sont un appareil photo et de la lumière. Voilà. Quand je vous ai dit qu'on va pas apprendre grand chose, je vous ai pas menti, hein. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui est imprimée sur votre surface sensible, donc votre capteur ou votre pellicule. Une photo est dite bien exposée quand elle reçoit la bonne quantité de lumière. Mais comment l'appareil quantifie-t-il la lumière? Et bien pour ça, il y a trois réglages, d'où le triangle de l'exposition finalement. C'est l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité de la surface sensible, donc le capteur ou la pellicule. Ce que je vous propose, c'est de se pencher un peu plus sur chacun de ces réglages, de comprendre comment ils fonctionnent et quels sont leurs impacts sur votre image. Numéro 1, l'ouverture du diaphragme. Le diaphragme est un dispositif mécanique qui se trouve dans votre objectif. Le diamètre de son ouverture est indiqué par un numéro, et elle est notée la plupart du temps par F/28 par exemple. Plus ce numéro est petit, plus le diamètre de l'ouverture est grand, donc plus il laisse entrer de la lumière et donc plus l'image est claire. Pour la plupart du temps, sur des objectifs entrée de gamme, des objectifs photo, vous ne pourrez pas ouvrir à plus de 4, voire de 8, alors qu'en cinéma ou sur des optiques un peu plus haut de gamme, on peut aller jusqu'à 1,4, même encore plus 1. Et il y a même une fois, pour Barry Lyndon, le film de Stanley Kubrick, là, la NASA, ils lui ont filé un petit objectif pas piqué d'un ton qui ouvre à 0,7. Comme ça, il pouvait éclairer ses scènes avec seulement des bougies, mais je pense qu'il n'y avait pas que des bougies, moi. Je dénonce. Mais en plus de quantifier la lumière qui traverse l'objectif, le diaphragme a un rôle très important sur l'image, puisqu'il influe sur la profondeur de champ. Comme j'ai déjà dit, je ferai un épisode spécial consacré à la profondeur de champ, parce qu'il y a énormément de choses à dire et c'est très intéressant. Mais pour résumer, la profondeur de champ, c'est la zone nette de votre image. Plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est courte, donc plus il y a de flou d'arrière-plan et d'avant-plan. Et inversement, plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande, donc plus la zone de netteté est grande. Et oui, c'est des synonymes tout ça. Et numéro 2, l'obturateur. L'obturateur, c'est une sorte de rideau qui se situe juste devant le capteur. Et sur un appareil photo, on peut régler le temps de pause. On peut aussi dire la vitesse d'obturation, c'est pareil. Et c'est le temps pendant lequel le rideau va se lever et laissera percuter la lumière sur votre capteur. Ça veut dire que si vous mettez une seconde de temps de pause, le rideau va s'ouvrir pendant une seconde et laissera percuter la lumière pendant ce temps-là. Plus la vitesse d'obturation est longue, plus le capteur reçoit de la lumière, c'est logique. C'est un peu comme un robinet. Bon, c'est bizarre, mais imaginez-vous que le robinet c'est votre obturateur, que le lavabo c'est votre capteur et que l'eau c'est la lumière. Si on laisse le robinet ouvert pendant 5 secondes, le lavabo recevra plus d'eau que si on le laisse ouvert 2 secondes. C'est logique, hein? Mais la vitesse d'obturation a aussi un impact sur l'image, c'est le flou de mouvement. Plus le temps est court, plus on pourra figer le mouvement, et à l'inverse, plus le temps est long, plus on apercevra un flou de mouvement. Si je laisse mon obturateur ouvert pendant 2 secondes et que je fais un mouvement avec ma main comme ça, eh bien mon appareil photo va capter toutes les positions de ma main pendant ces 2 secondes, et ça fera du flou de mouvement. Ça fait 10 fois que je dis flou de mouvement, mais c'est un peu de ça qu'on parle, donc c'est normal. Donc pour la photo de sport, il est préférable quand même de prendre des temps de pause vraiment courts pour éviter que votre sujet soit flou. Ce serait quand même dommage d'avoir un mec qui court flou. Pas intéressant. Ou ça peut être un choix artistique. Et c'est là que réside toute la technique du light painting. Mais si, vous savez, ces photos de gens qui peignent avec des lampes torches, c'est bizarre, hein, mais ils mettent un temps de pause long, comme ça, l'appareil photo, il capte toutes les positions de la lampe torche. Et le troisième facteur, c'est la sensibilité de notre surface sensible, à savoir notre capteur ou notre pellicule. Plus un capteur est sensible, moins il a besoin de recevoir de lumière pour être correctement exposé. Il va se contenter d'une quantité moins importante de lumière qu'un capteur peu sensible. Ce réglage est appelé ISO sur la plupart des boîtiers, mais il arrive encore parfois d'entendre le terme ASA. Par contre, plus la sensibilité est élevée, plus on pourra apercevoir sur notre image du bruit numérique, c'est-à-dire du petit grain coloré là, pas très joli. Bah oui, ça aurait été trop facile sinon. Pour conclure cette première partie sur l'exposition, parce que oui, le sujet est très vaste, je vous en reparlerai plus tard, là je vous ai seulement introduit la chose, il faut se rappeler des 3 principaux réglages d'exposition sur votre appareil photo, à savoir l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité, et ainsi que leurs différents effets sur l'image. Respectivement la profondeur de champ pour le diaphragme, le flou de mouvement pour l'obturateur et le bruit numérique pour la sensibilité. Il faut donc apprendre à doser ces paramètres en fonction de leurs impacts sur votre image de façon astucieuse et réfléchie afin d'obtenir un beau plan, une belle photo bien exposée.
J'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai volontairement pas approfondi toutes les notions et les corrélations entre les paramètres, parce que le plus important c'est de connaître comment chaque réglage fonctionne et son impact sur l'esthétique de votre image. La prochaine fois que nous parlerons d'exposition, on parlera des couples. Mais pas les couples qui se tiennent main dans la main au coucher de soleil sur la plage à Pornic l'été. Non, pas cela. On va parler des couples de réglage. Et les couples de réglage, c'est comment compenser les différents réglages entre eux. Voilà. Mais on n'en parle pas tout de suite, on en parlera après, ok ? Merci d'être de plus en plus nombreux à vouloir en apprendre un petit peu plus sur l'image, ça me fait chaud au cœur de voir que ça vous plaît. Merci. Le rythme de sortie des épisodes est un petit peu aléatoire, je vous l'accorde, mais ça dépend du travail que j'ai dans la vraie vie. Et de la flemme aussi un peu. Mais ouais, je travaille beaucoup en ce moment, hein. Merci à Alex qui m'a aidé pendant le tournage, il est là, il est beau, si vous le voyez, putain. Et merci à Guillaume, mon collègue de Révision No Classique, qui a ramené pas mal de monde, mine de rien, sur cette petite chaîne qui est la nôtre. Portez-vous bien et à très vite.